Bonjour et bienvenue sur ce podcast de l'agence Alchimie Transformer les pixels en or. Aujourd'hui, nous sommes en présence de l'un des développeurs de l'agence, Monsieur Mathias Clavelin. Bonjour Mathias. Bonjour Riyad. On va commencer ce podcast. J'aimerais parler de ton parcours et de comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui chez Alchimie. Moi je viens d'un bac scientifique. À l'issue de ce bac, je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire, comme beaucoup de jeunes à cet âge-là. Et comme j'étais beaucoup plus doué en sport qu'en mathématiques, je me suis orienté vers l'UFR STAPS pour devenir donc professeur de sport. Donc j'ai fait quelques années à la faculté de Nancy. D'accord. Et puis finalement, je me suis rendu compte que pour enseigner le sport, il fallait vraiment que ce soit une passion. C'est quand même l'enseignement un métier à vocation. Donc, comme je n'étais pas plus passionné que ça par le sport, j'aimais beaucoup, mais ce n'était pas non plus mon moteur, j'ai décidé d'arrêter. Et ensuite, j'ai été un petit peu un Tanguy quand même pour mes parents. Donc je ne devrais pas le dire parce que j'ai aussi des étudiants qui sont là et qui écouteront certainement, mais c'est vrai que j'ai eu quelques années d'errance et puis pendant ces années j'ai pu expérimenter aussi dans le domaine du multimédia et me découvrir une réelle passion pour ce domaine-là. Et ça a commencé comment? Ça a commencé par l'audio, par la MAO en fait. Et puis après ça m'a amené tout naturellement vers l'image. Et vers tous les domaines du multimédia, même un petit peu de vidéo, fut un temps. Et donc ensuite, j'ai travaillé, j'ai fait des petits boulots, etc. Et puis j'ai décidé de me former. Alors un petit peu sur le tard, je devais avoir 27 ans, je pense, quand j'ai repris une licence communication. Alors c'était pas franchement évident venant d'un doc de sport. On ne trouve pas forcément le lien entre les deux. Mais ça m'a parfaitement convenu et depuis lors, je suis donc développeur multimédia. D'accord. Et est-ce que tu peux nous partager un défi que tu as rencontré durant ta carrière? Dans ma carrière, ouais, alors moi j'ai commencé le développement avec une technologie qui s'appelait Flash. Ouais, ça n'existe plus aujourd'hui ça. Alors voilà, ça n'existe plus. Alors ça a été justement un défi en soi, puisqu'il a fallu se former sur d'autres choses. Ouais. Alors Flash, c'était vraiment le top à l'époque. Là, on est dans les années 90, 2000. Ce qu'on voit sur le web, c'était... ce qu'on voit maintenant, c'est ce que Flash pouvait faire dans les années 90-2000. Donc vraiment avoir quelque chose, des supports hyper animés, très beaux, avec du vectoriel, avec de la vidéo, même de la 3D. Donc bien avant la sortie en fait, de HTML5 qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'était vraiment un excellent levier pour moi, en tout cas pour apprendre à programmer, puisque c'était tout de suite très gratifiant en fait. On programmait, on voyait les choses s'animer, bouger, se transformer sur l'écran, donc c'était vraiment super. Et par contre, effectivement, ça a été un défi pour moi de passer sur d'autres technologies, puisque c'est Steve Jobs en fait qui a interdit qui a supprimé le support en fait de Flash sur iPhone, iPad, etc. Et donc Flash est mort. Il a disparu avec. Ouais, c'est ça, dans les années 2007-2010. Ok. Voilà. Et est-ce que tu peux nous partager une des réalisations dont tu es particulièrement fier en tant que développeur web? Alors toujours tout au long de ma carrière, Ouais. ou plus chez Alchimie ou, Ouais, des deux. Des deux, ouais. J'ai eu quand même quelques réalisations qui étaient plutôt sympathiques. Alors j'ai eu la chance en fait de pouvoir travailler sur des projets pour des gros clients, notamment Nobel Biocare. Alors que lorsque j'étais indépendant, et puis maintenant chez Alchimie pour des clients de grosse envergure également. Donc, alors je ne saurais pas citer forcément un projet en particulier, puisque tous les projets sont hyper intéressants chez Alchimie en tout cas.
Bon, on en parlera certainement tout à l'heure, mais le fait de travailler en équipe avec des compétences pointues dans chaque domaine, ça amène forcément à transcender ce que tu peux faire tout seul en fait. Tu es chez Alchimie depuis combien de temps? Alors ça fait 3-4 ans D'accord. que je suis chez Alchimie. Et comment les premiers échanges se sont faits avec l'agence? Alors justement, donc, j'ai été indépendant pendant une quinzaine d'années. Et c'est au cours d'une mission qu'Alchimie m'avait confiée qu'on a fait connaissance et que finalement le courant a pris, l'alchimie s'est faite entre nous. Donc j'ai intégré l'agence en 2020, en mai 2020. Voilà, j'y travaille depuis en même temps que je travaille aussi à l'IUT. En tant que professeur, c'est ça? C'est ça, en tant qu'enseignant associé à mi-temps à l'IUT de Saint-Dié. D'accord. Et est-ce que tu aurais des conseils à tes élèves ou à n'importe quelle personne voulant développer ou commencer dans le développement web? Oui, il y en aurait beaucoup. Alors, je pense que le principal, c'est d'être passionné. Pour moi, c'est la condition sine qua non. Tu ne peux pas réussir et progresser si tu n'as pas la passion. On ne va pas aller jusqu'à parler de vocation, mais il faut vraiment avoir de l'intérêt pour cette techno, pour apprendre en fait efficacement. Après, la passion, la patience, la pugnacité, la curiosité aussi, ça c'est vraiment fondamental. Il faut être curieux tout le temps. Surtout dans un domaine où les outils ils évoluent. Oui, les outils évoluent tout le temps et même, je veux dire, dans le fonctionnement, dans la démarche, si tu n'es pas curieux, tu n'arriveras pas à progresser, à résoudre la plupart des problèmes, en fait. Ok. Et pour recentrer plus sur Alchimie et ton rôle chez Alchimie, comment se déroule une journée type en arrivant à l'agence? Alors, les journées se suivent et ne se ressemblent pas, pas forcément. Le métier de développeur en agence, en tout cas à notre échelle, hein, puisqu'on on a une team de bientôt 4 développeurs, c'est une équipe dimensionnée pour que l'on puisse interchanger les rôles, en fait. Donc, on n'a pas forcément tout le temps le lead sur un projet, ça peut changer. L'interface avec le client peut changer également, c'est-à-dire que parfois c'est Paul qui est en contact direct avec le client, parfois c'est moi. Donc finalement, il n'y a pas forcément une journée type. C'est quoi les étapes clés de succès pour un projet? De l'élaboration du cahier des charges jusqu'à la livraison. Alors, les étapes clés, je dirais que c'est l'enchaînement en fait de ces étapes plutôt que la définition de ces étapes qui est important. C'est par exemple ne pas commencer à développer alors que le cahier des charges n'est pas encore finalisé. Ne pas commencer à développer avant que le web design n'est pas finalisé et validé par le client. Donc ça, ce sont des choses qui sont hyper importantes, que les étapes se succèdent bien. Alors si on veut parler des étapes, effectivement, il y a le dialogue avec le client, donc l'analyse de ses besoins. Donc ça, c'est vraiment de l'écoute et de la communication en amont. Ensuite, effectivement, la rédaction du cahier des charges. Ensuite, le web design, donc, qui est fait par les web designers de l'agence. Et donc ensuite, la phase d'intégration de développement. Et durant toutes ces Et phases... le recettage, pardon. Et durant toutes ces étapes-là, comment est-ce que tu collabores avec l'équipe? Parce que j'ai compris, c'est très horizontal et chacun peut avoir le lead sur un projet. Oui, c'est ça. Et dans le cas où tu es justement leader de ce projet, comment est-ce que tu collabores avec les autres? Alors, ça passe par une répartition des tâches. Alors, nous, on s'organise autour de Monday et de GitHub. Alors, on a également mis en place un wiki sur lequel on partage nos connaissances, nos méthodes également. Donc on est sans arrêt en train de se partager les tâches et puis les connaissances finalement.
Et toi, plus personnellement, c'est quoi les domaines et intérêts que tu as dans le développement web? C'est quoi qui t'intéresse le plus dans ce métier-là? Alors, ce qui m'intéresse le plus dans le développement, bah, c'est beaucoup, en fait, c'est toujours la curiosité, la nouveauté. Dans ce domaine-là, il y a toujours quelque chose de nouveau à expérimenter. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et après, dans mon quotidien, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'activité qui va m'intéresser davantage que d'autres. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure en fait de la relation avec le client. Euh, En fait, les phases d'analyse, d'écoute, d'échange avec le client m'intéressent beaucoup, comme la phase de conception et également la phase de développement. En fait, ce qui est intéressant dans ce métier-là, c'est que justement, on ne se contente pas en fait euh, d'être de taper sur son clavier et d'être le geek en face de son écran. C'est pas que ça, en fait. La réalité du développeur, elle est aussi beaucoup dans la communication et dans l'échange avec le client, avec l'équipe. Et est-ce que c'est quoi la stratégie que tu emploies pour garantir que les sites que tu développes, ils se distinguent dans le marché? Parce que Alors, niveau agence, c'est assez ouais, saturé, en France du oui. moins. Et comment est-ce que tu te distingues Alors, c'est pas moi qui me distingue, là, c'est l'agence, c'est le fait qu'on soit effectivement plusieurs et chacun spécialiste dans son domaine. Alors, le fait justement d'avoir un web designer, un pôle d'éditoriaux également, et puis des développeurs, ça nous amène en fait à avoir des produits de vraiment grande qualité. Et ça, euh, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire quand j'étais indépendant, que je travaillais seul. Et c'est vrai que c'est un des gros avantages finalement de travailler en agence et en équipe. Et concernant l'innovation et l'intégration de cette innovation dans les projets, l'arrivée de l'intelligence artificielle, comment est-ce que vous l'avez vu à l'agence? Est-ce que vous l'utilisez au quotidien ou pas du tout? Alors oui, on l'utilise. Après, on n'est pas esclave de cette technologie-là. Évidemment, c'est juste un support. Je pense qu'il ne faut pas non plus rejeter cette nouveauté, l'intelligence artificielle. Nous, en tant que développeurs, on utilise notamment une extension qui s'appelle Copilot euh, et qui permet en fait de suggérer des choses, d'écrire des petites fonctions qui sont souvent rébarbatives à écrire. Donc ça nous aide, ça apporte un gain de productivité, mais ça ne fait pas les choses à notre place. Pas du tout. Et en faisant un petit peu de veille pour la préparation du podcast, je suis tombé sur des actualités qui parlent de l'aspect du no-code, notamment chez Nvidia, Ouais. qui réalise à peu près 25% de leur chiffre d'affaires en vendant des cartes graphiques pour des professionnels Mhm. qui sont des géants de l'intelligence artificielle Mhm. et qui justement promeut le fait de ne plus coder et d'utiliser que des solutions no-code. D'accord. Tu vois ça de quel point de vue, toi, qui justement a les mains dans le code toute la journée? Alors, pour moi, là, c'est un petit peu de la science-fiction, hein. Je suis pas sûr qu'on en soit là, et je suis encore moins sûr qu'on ait intérêt, en fait, à céder par rapport à ça. Euh, c'est à partir du moment où, alors en tout cas, dans toute proportion gardée, c'est à partir du moment où on laissera, en fait, l'intelligence artificielle coder pour nous complètement, euh, qu'on sera complètement asservi en fait. Et pour moi, je pense que il faudra garder la maîtrise du code, donc le savoir. Pour moi, ça paraît fondamental. Alors, il parle aussi de ne plus apprendre le code aux élèves. Pour moi, ce serait quand même catastrophique. On ne peut pas se laisser asservir à ce point par la technologie. Il faut toujours euh, garder le savoir, même si ce savoir nous aide finalement, cette avancée nous aide, c'est sûr, hein. Il faut pas la renier, mais il faut plutôt avancer main dans la main avec, quoi. Donc ne pas se laisser
dépassés par cette technologie, en fait. Mais après, d'un point de vue plus grand public, ça permettrait justement de laisser la main à des personnes qui ne savent pas coder. Ouais, Comme, ouais, c'est sûr, mais alors, je ne saurais pas dire ce qui va se passer dans le futur, mais enfin, j'ai déjà quand même testé des solutions no-code ou low-code. Euh, En fait, on avance quand même avec la contrainte, c'est-à-dire on n'a pas la main sur tout, et on ne fait pas exactement ce que l'on souhaite. Donc on est obligé finalement ben, d'accepter la génération de choses qu'on ne voulait pas forcément. et qu'est-ce que tu donnerais du coup comme conseil à un développeur euh, avec l'ensemble de ce qui arrivera dans le futur pour rester pertinent et rester justement dans l'actualité? Alors moi je pense qu'il faut quand même une solide formation, un bon background, bien structuré. Et après, le conseil, c'est faire le bon choix de technologie. Ça, c'est évident parce que c'est vrai que c'est aussi un investissement finalement quand on choisit d'apprendre tel ou tel langage. On doit passer beaucoup de temps quand même pour le maîtriser, pour arriver à se différencier sur le marché de l'emploi notamment. Et donc c'est vraiment le moment de faire le bon choix et peut-être être à l'écoute des autres, ne pas hésiter à demander conseil, à poser des questions, ne pas forcément s'enfermer tout seul dans une techno, échanger, toujours échanger. Et dernière question pour clôturer le podcast. Est-ce que tu aurais des livres, des blogs ou d'autres podcasts justement à conseiller pour justement rester actuel? Ouais, alors moi j'ai beaucoup utilisé le site de Graphicart, Mm. qui est un ancien étudiant MMI, alors pas de Oui. Saint-Dié, hein, mais euh, plus de Montpellier, Béziers, enfin dans ce coin-là, Mhm. et qui livre en fait des tutoriels, des formations sur un nombre de technos assez impressionnant, hein. Ça fait assez longtemps qu'il fait ça. Et c'est très bien structuré, très bien fait. Et en plus, c'est souvent justement des choix de techno qui me semblent pertinents. Merci Mathias pour ton intervention. Merci à l'ensemble des auditeurs. Je vous invite à suivre les réseaux sociaux de Alchimie et à la prochaine pour un nouveau podcast.